Secret de fabrication. Secret de fabrication. Yasmina Khadra. Hervé Modic. Pierre-Olivier Scotto. Bienvenue à l'Atrium de Chaville, Yasmina Khadra. C'est un honneur de vous recevoir ici. Yasmina Khadra, on va évidemment parler de votre enfance, qui est très particulière, notamment lorsque vous aviez 9 ans, ce petit militaire au cadet. Mais vous dites souvent, dans diverses interviews, que vous n'avez quasiment aucun souvenir de la période de 0 à 9 ans. Alors, comment l'expliquez-vous? Et y a-t-il quand même une petite oasis de mémoire dans ce grand désert? Ce que je voulais entendre par ne pas avoir un passé avant 9 ans, c'est juste pour insister sur le fait que j'étais devenu un homme à l'âge de 9 ans. Puisque je suis sorti de l'enfance directement pour un univers soldatesque. Et j'étais obligé de suivre la réglementation qui me dépassait de loin et que je ne comprenais même pas. J'étais puni et j'étais mis en prison à l'âge de 9 ans. J'étais sanctionné sévèrement à l'âge de 9 ans. On était traités comme des adultes à l'âge de 9 ans. Donc c'est pour ça que, pour moi, ma vie a commencé en septembre 1964. Mais il y a des images, certainement. Vous devez avoir des images. Si, c'est beaucoup d'images même. Je me souviens, même je peux aller très très loin dans mes souvenirs. Peut-être j'avais 2 ans. Allez. Et j'ai marché sur une braise. À l'époque, on vivait dans le Sahara, dans un village millénaire qui s'appelle Panatsa. Et je me souviens que j'avais marché sur une braise. Et aujourd'hui encore, j'ai cette morsure au pied. Ah oui. Ça m'arrive parce que je pense que la chair a sa mémoire. J'ai aussi le souvenir d'ailleurs, ça je ne peux pas l'oublier parce que j'ai le crâne ici défoncé par un coup de crosse. Mon père avait rejoint l'armée de libération en 1956. La LN. Oui, pendant la guerre de libération. Et bien sûr, dans ce petit village, tout le monde se connaissait. Quelqu'un qui disparaissait était tout de suite repéré. Et les gendarmes ne comprenaient pas comment ma mère tombait enceinte alors que mon père était censé être ailleurs. Et de temps en temps, ils faisaient des perquisitions chez nous. Et une fois, ils étaient arrivés très tôt. Et ils ont chamboulé un peu la maison. Et moi, j'étais petit avec mon autre frère qui est mort aujourd'hui. Ils ne nous ont pas vus, ils nous ont marché dessus parce qu'on ne dormait pas sur des lits, on dormait par terre et on était couvert par ce qu'on appelle un bourabah, c'est-à-dire des tapis assez épais. Donc ils ne m'avaient pas vu et pendant que ma mère se chamaillait avec un militaire, moi j'étais dans ses jupons et le militaire, en voulant repousser ma mère, ne m'avait pas vu, il m'avait fracassé le crâne. Et c'est comme ça que je suis devenu intelligent. C'est magnifique. Je note que vous dites le mot morsure. Vous avez dit le mot morsure. Oui. Et c'est le titre, un des titres de votre livre, Le baiser et la morsure. Oui. Donc c'est revenu. Vous avez repensé à ce mot-là, morsure? Non, je pense que je n'ai jamais réussi à dissocier le baiser de la morsure. C'est un peu l'histoire de ma vie, vous savez. Je peux être vénéré quelque part et haï pour les mêmes raisons. Je peux être accepté et rejeté pour les mêmes raisons. Je peux être soutenu et abandonné pour les mêmes raisons. Donc, quelque part, c'est un peu mes béquilles. Je peux m'appuyer sur l'autre quand la première se dérobe. Donc, c'est comme ça que j'avance. Mais à 9 ans, c'est vraiment la morsure. Ça s'est fait très brutalement, c'est arrivé à l'école militaire, vous n'avez pas été prévenu, préparé? Non, pas du tout. Je me rappelle très bien qu'au matin, mon père était venu nous chercher, moi et mon cousin Kader. Il nous a emmenés à l'hôpital militaire pour comment on appelle ça, pour des analyses, pour un bilan. Et l'après-midi, il m'a emmené en ville m'acheter un superbe costume et une montre dorée, je me rappelle. Et le lendemain, il m'a poussé dans une voiture. Ma mère lui a demandé « Où est-ce que tu emmènes mon fils ?» Il dit « Non, il va te retrouver, c'est une colonie de vacances, il va se faire des amis et tout. » Et la pauvre, elle ne m'a pas revu pendant 3 mois.
Donc, quand je suis revenu à la maison, j'avais complètement changé, puisque je portais déjà un uniforme avec une casquette et ma mère a été complètement épouvantée. Elle ne reconnaissait plus son fils. Vous étiez en état de choc quasiment, j'imagine, les premiers jours, les premières heures. Non, je n'avais rien compris. La chance, c'est que j'étais trop petit pour avoir du recul. Donc, je ne savais pas comment les enfants du monde vivaient. Moi, je pensais que tous les enfants se devaient d'être emmenés quelque part. Et puis, mais j'ai tout de suite, je m'étais éveillé à la chance que j'avais dans cette caserne, parce que je n'étais entouré que d'orphelins de la guerre. Oui. Alors, c'était une école qui avait été conçue pour récupérer un petit peu les orphelins de la guerre qui étaient complètement livrés à eux-mêmes, qui étaient dans la rue, et pour en faire quelque chose, des officiers, pour leur donner au moins une instruction. Et puis, par la suite, l'école a commencé à avoir une renommée assez importante, et tout le monde voulait inscrire leurs enfants dans cette école. La motivation de votre papa, c'était quoi en fait? Écoutez, maintenant il est mort, vous savez, pour nous, surtout moi je suis un homme du Sahara, un enfant du Sahara, et pour nous les parents c'est sacré. Ils ne font jamais du tort à leurs enfants, même quand ils sont dans l'erreur, il nous est interdit de les incriminer. Donc moi je pense que mon père il m'adorait, sincèrement il m'adorait, il m'aimait beaucoup, j'étais sa fierté, j'étais sa flamme, j'étais son aurore boréale. À chaque fois qu'il me regardait, et il voyait dans mes yeux tous les rêves qui lui avaient été interdits. Mais peut-être qu'à un certain moment, il voulait refaire sa vie. Et j'étais l'empêchement. Oui. Il avait déjà épousé une femme en 1963, une superbe femme. Moi, je me rappelle, elle était d'une beauté mais incroyable. Et puis, quand il me rencontrait, quand il me voyait comme ça, il dit non, j'ai pas le droit. Il revenait à la maison. Et puis, c'était un bel homme, mon père. C'était un... Je sais pas, il adorait les femmes. Il y a des photos de lui d'ailleurs dans certains ouvrages. Vraiment un bel homme, et puis il était officier à l'époque, et il avait de l'allure, il avait un certain charisme et tout. Et puis un jour, il a décidé vraiment de refaire sa vie, et il ne pouvait pas la refaire avec moi sous les yeux. De toute façon, c'est pour ça qu'il m'a emmené très loin, il m'a déporté, c'est écrit dans l'écrivain, il m'a déporté dans cette école pour pouvoir construire sa vie. Et la vie était très très dure dans cette école. On vous réveillait le matin en renversant les lits. Il n'y avait aucune tendresse. Il n'y avait aucun élément féminin. Oui, mais toutes les écoles de cette nature se ressemblent. Hein. Moi, quand j'étais à Aix-en-Provence, j'ai rencontré d'anciens cadets français qui étaient à l'école des cadets de Provence. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Ce que vous avez écrit, c'est exactement ce que nous avons vécu. Oui. Et puis, il y a aussi le livre de... Allons enfants qui nous raconte aussi. Ils nous racontent. Donc, c'est partout la même chose où... c'est des orphelinats, et quand ces orphelinats sont livrés à des militaires, ça devient presque quelque part l'antichambre de l'enfer. Mais je ne me plains pas. J'ai toujours accepté mon destin parce que dans notre culture à nous, dans le Sahara algérien, toutes les épreuves sont des leçons de vie. Une initiation permanente. Tout nous a toutes choses déplorables, désagréables, et là pour nous éveiller à ce que nous avons de meilleur en nous. Voilà, c'est comme ça. C'est ça peut-être ma force. Vous savez, beaucoup d'écrivains traversent des déserts. Moi, dans tous mes déserts que je traverse, il y a toujours des oasis que j'invente. Vous dites dans Le baiser la morsure que vous êtes un magicien des mots. Non, c'est pas moi qui le dis. Oui. Non, j'ai pas cette prétention. C'est Catherine qui le dit. Oui. Et voilà. Mais moi, je pense que nous pensons que vous êtes un magicien des mots. Et vous dites qu'en fait, c'est l'écriture qui vous a sauvé. Oui. C'est l'écriture qui est une sorte de renaissance. Ça vient quand, l'écriture, dans votre vie? C'était dans mes gènes. Hein. Moi, je m'appelle Moulsoul. Moulsoul, c'est un nom générique qui a été attribué au sage des sages dans le Sahara. C'est mon arrière-grand-père, c'est mon ancêtre. Il s'appelait au départ Bahaté, et puis cet homme a réussi à fédérer toutes les tribus qui se chamaillaient, qui s'adonnaient à des razzias, des petites vindictes et tout. Il a dit, ça suffit quand même, on n'a rien autour de nous, autant être le monde nous-mêmes.
Donc, il a réussi quand même à la fédérer. Et comme les rancœurs ancestrales étaient toujours là, aucune tribu n'a voulu s'aligner sur le nom d'une autre tribu. Donc, on a choisi pour mon ancêtre le nom de Moulay Seoul, qui veut dire le Seigneur des plaines. Voilà, et c'est comme ça que toute la lignée a été une lignée de poètes ou d'érudits, mais jamais de guerriers. C'est-à-dire que vous êtes issu, vous dites dans le livre, vous êtes issu d'une tribu de conteurs. De conteurs, de poètes. De poètes, d'écrivains aussi, parce qu'on avait à Khanatsa des manuscrits, séculaires qui racontaient un petit peu l'histoire de la région, des hommes qui ont fait un petit peu cette région. Voilà. Et je pense que la littérature, pour moi, c'est quelque chose qui est né avant moi. Elle est née avant moi. Elle était en vous. Elle était déjà dans mon père ou dans ma mère, quelque part. Mais donc, moi, je ne fais que l'apprendre comme ça. Prendre le stylo. Non, même pas. Parce que même avant, quand j'ai commencé à écrire, j'avais 5 ou 6 ans, j'étais très attentif à la musicalité des mots. Et pourtant, c'était ça, la poésie. La poésie, pour moi, à l'époque, quand j'étais petit, c'était la musicalité. C'était pas le sens. C'était pas le message. C'était pas la tournure de phrase. C'était la musicalité. Et j'écrivais des poèmes ou des chansonnettes absolument absurdes, qui n'avaient aucun sens, mais qui avaient l'excuse de rimer et de proposer une musicalité. Et quand vous étiez à l'école, 9, 10, 11 ans, etc., vous écriviez aussi, en cachette ? Non, pas en cachette. C'était même très encouragé. Et on nous encourageait à écrire, à nous raconter et tout. Et je crois que je lisais beaucoup. Je suis un ressortissant de la bande dessinée. Avant même d'aller à l'école des cadets, et même plus tard, je traversais toute la ville d'Oran parce que je n'avais pas les moyens de m'offrir un ticket de bus. Donc, je traversais toute la ville d'Oran pour rejoindre, pour retourner dans mon vieux quartier, là où on vivait avec mon père et tout avant la répudiation. Et il y avait un kiosque et j'avais toujours mes bandes dessinées. Donc, je faisais les choses pour 50 centimes de plus. Je pouvais avoir un nouvel album. Donc, et puis, la littérature, c'était... Moi, par exemple, je ne pouvais pas dormir sans un conte. Si ma mère ne me racontait pas une histoire, il fallait que je la cherche, je farfouille dans mes bandes dessinées ou dans mes livres illustrés pour dormir. Sinon, impossible de dormir. Est-ce que vous vous souvenez du premier livre qui vous a marqué ? Oh, c'est très difficile, sincèrement. Mais j'étais un farouche lecteur de La Comtesse de Ségur. Je lisais beaucoup des contes. Et puis, il y a aussi... À l'époque, je ne sais pas si ça se fait aujourd'hui. Je crois que ça se fait dans un pays aussi cultivé. Ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Mais en Algérie, dans les années 60, on avait des livres illustrés, des chefs-d'œuvre de la littérature, mais qui étaient un petit peu ramenés à l'âge des enfants. Donc, il y avait le Robinson Crusoe, Moby Dick et tout, mais c'était écrit d'une manière assez accessible aux enfants. Oui. Et c'était avec des dessins sublimes et tout. Et voilà. Et vous lisiez en français et en arabe ? Ou vous lisiez... Je lisais en français. En arabe, on n'avait qu'un seul livre pour enfants, c'était Kalila Odimna, des sortes de fables qui, d'après la mythologie littéraire algérienne, arabe, disent que c'est ce recueil qui a inspiré La Fontaine. Voilà. Parce que c'est lui-même, c'est un livre qui raconte un peu, qui fait parler des animaux et avec une certaine, avec une sagesse, avec une certaine philosophie de la vie et tout. Donc, mais je lisais surtout en français parce qu'il y avait que ça à lire. Alors vous avez grandi, vous êtes devenu un militaire adulte, un officier, etc. À quel moment vous vous êtes dit je suis un bon militaire, je suis un militaire, mais de toute façon je veux être écrivain et je serai écrivain? Dès le départ? Depuis le début. Dès l'enfance. Dès l'enfance. C'était une certitude. Parce que je n'ai jamais accepté cette carrière. Elle n'était pas faite pour moi. Moi, j'étais un grand rêveur, je m'isolais beaucoup, je n'aimais pas la parade, je n'aimais pas tout ce qui était sévèrement discipliné. Et puis, il y avait aussi ce rythme infernal auquel nous soumettait l'école elle-même.
Se lever à 5 heures du matin quand on a 9 ans, voir son lit se retourner comme ça, et d'un seul coup, pour nous, c'est toute la terre qui se retournait, avec des hurlements, des grossièretés, des blasphèmes, et on courait comme des bêtes effarouchées, voilà, traquées par un prédateur qui ne pardonne ni au cri, ni à la fuite. Et voilà, moi, j'étais dans ce rêve de m'exclure de ce monde. Je voulais m'exclure de ce monde. Votre exil, c'était la littérature. Voilà, c'était la littérature. Et la lecture et l'écriture. Ouais. D'ailleurs, la première récompense que j'ai eue dans ma vie, ça a été grâce à une nouvelle que j'avais écrite à l'âge de 11 ans. Et pourtant, j'étais dans la chorale, je chantais bien, j'étais un bon footballeur aussi, mais je n'ai jamais été récompensé dans ce sport-là ou dans ces vocations-là. Mais il a suffi que j'écrive une nouvelle pour être récompensé. Je me suis dit, tiens, ça, c'est un signe du ciel. Je ne serai libéré de moi-même et de ce destin que par la littérature. Mais il a fallu changer de nom au bout d'un moment. Non. Mohamed s'est appelé Yasmina Khadra. Non, mais j'ai commencé à écrire ça avec mon vrai nom. C'est ça, avec votre vrai nom. Ouais, mais ensuite, vous avez évolué vers un autre nom. Oui. Qui représente les deux prénoms de votre épouse. Oui, absolument. J'avais écrit 6 livres sous mon vrai nom en tant que soldat et ça n'a pas été facile. L'armée ne m'a jamais interdit d'écrire. Mais elle a toujours essayer de me faire croire que ma carrière était ailleurs, qu'elle était dans les rangs. Et donc, même pour, vous savez, Houria, mon premier recueil de nouvelles qui est sorti en 1984, je l'avais déposé à l'ENAL, à la SNED à l'époque, à la Société nationale d'édition et de diffusion, c'est-à-dire le libraire, comment on appelle ça, l'éditeur étatique, le seul d'ailleurs en Algérie, en 1976. Ah oui. Il est sorti en 1984. Ils ont mis du temps, hein? 8 ans. Oui. Et vous savez, à chaque fois qu'il était programmé pour la publication, on ne pouvait pas me joindre. Ils savaient que j'étais dans l'armée, mais ils avaient besoin de l'autorisation du ministère de la Défense pour que je puisse publier mon livre. Il fallait que ma hiérarchie m'autorise à publier des livres. Et lorsque je l'ai appris, je me suis dit jamais le commissaire politique n'accepterait que j'écrive quoi que ce soit. Donc je lui ai proposé à ma demande, j'ai joint à ma demande, mes tout premiers textes, ceux que j'avais écrits à l'âge de 11, 12 ans, qui étaient vraiment d'une indigence épouvantable. Et par pitié, le commissaire politique a dit, bon, il écrit comme ça, ce bonhomme, il ne sera jamais écrivain. On risque Donc, rien. il m'a donné l'autorisation. Et ce qu'il oubliait, c'est que mes livres attendaient justement cette autorisation. D'accord. Et dès que l'éditeur l'a reçu, est sorti mon premier livre qui s'intitule Houria. Et depuis, ça n'a pas été facile. Mais tout ce qui ne me détruit pas me donne la force de transcender. Mais vous disiez que vous écriviez même dans un hélicoptère, dans un tank, que vous fermiez votre bureau à clé et puis vous attendiez, vous craigniez les bruits de pas, etc. Oui. Quelquefois, quand je suis en train lorsque je suis sur une page un peu difficile, je n'ai pas envie que les gens lisent par-dessus mon épaule. Voilà. Et donc, je fermais la porte de mon bureau, mais j'ai écrit dans des hélicoptères quand j'étais sous le choc. Parce que quand j'allais sur le terrain, généralement, c'est pour aller vers le cauchemar. Il y a une embuscade, il y a des gens qui ont été massacrés, décapités, démembrés, et moi, j'allais sur place pour en rendre compte, voilà. Et quand je revenais, bien sûr, j'étais tellement écœuré, tellement outré, tellement choqué, que je prenais des notes qui allaient servir par la suite à m'aider à écrire Les Agneaux du Seigneur et À quoi rêvent les loups. Quand Hervé dit que vous avez pris les deux prénoms de votre femme, Yasmina et Khadra, pour... Yamina, pardon. C'est l'éditeur qui a ajouté le S. Qui a ajouté un S, il a triché. Donc je ne suis pas trompé. Je dirais même que vous n'avez pas pris, elle vous les a offerts, puisqu'elle a dit cette phrase sublime qui est, je vous la laisse dire, tu m'as offert... Tu m'as donné ton nom pour la vie, je te donne les miens pour la postérité. C'est magnifique. Ouais. Et là, est-ce que c'est pas pour vous
une provocation, une sorte de provocation vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis de l'armée, et de dire, ben voilà, je prends 2 noms de femmes pour devenir écrivain. Non, je ne suis jamais dans la protestation, la provocation, jamais au grand jamais. Moi, j'étais absolument certain de mourir. Ah bon? Ah oui. J'étais absolument certain de mourir. Je perdais mes hommes tous les jours. Ah oui. J'étais engagé pendant 8 années dans cette guerre terroriste. J'étais le concepteur de cette lutte antiterroriste. J'étais le chef de la reconnaissance. Et vous savez, les unités de reconnaissance, c'est les premières à partir sur le terrain. Donc j'ai perdu des êtres magnifiques qui étaient plus courageux que moi, qui étaient plus braves que moi, qui étaient plus beaux que moi, que j'admirais. Donc dans ma tête, c'était OK, je vais mourir. J'avais accepté ça. La preuve, lorsque mon éditeur autrichien m'avait écrit une lettre pour me dire, oui, nous avons aimé votre livre et nous allons le traduire, c'était le Dingo Bisturi. Nous allons le traduire je crois qu'il m'a dit 1995. J'ai dit, le dingue, ce type, je ne verrai jamais 1995, moi. On était en 1994 seulement. Et pour moi, c'était le bout de l'éternité, c'était pas croyable. Mais voilà, je n'étais pas dans la provocation. J'ai seulement voulu laisser quelque chose à mes enfants et aux générations de demain pour qu'ils sachent qu'un pays qui ne se respecte pas, un pays qui ne fait pas attention à lui-même, qui méprise ses valeurs, qui méprise ses ambitions, qui renie son histoire, finira par tomber dans son propre piège. Donc, je voulais laisser quelque chose. C'était le seul testament que je pouvais laisser, le testament d'un martyr potentiel. Voilà. Et puis un hommage, et puis un don à votre femme, enfin une reconnaissance de votre femme, un amour. Vous prenez les 2 prénoms de votre femme. Oui, c'est elle qui m'a donné le courage d'être moi-même, et c'est elle qui me soutient aujourd'hui encore. Hein. Moi, je pense que les écrivains qui traverseraient un jour ce que je traverse, et ils ne tiendront jamais le coup. Hein. Jamais, au grand jamais. Ils finiraient soit ivrognes, soit dans un asile psychiatrique, soit... Au contraire, avec elle, chaque fois, à chaque épreuve, au contraire, je vais encore plus loin dans la littérature. Voilà, c'est elle qui... Il me suffit de regarder ses yeux pour sentir que je suis le plus heureux des hommes. Et d'ailleurs, même ma fille est devenue philosophe. Hein. Elle m'a dit, mon papa, la seule façon pour toi d'être heureux, c'est de te ficher éperdument de ce que pensent de toi les autres, parce que les autres ne te connaissent pas. Et les gens qui te connaissent, ils n'ont pour toi que respect, admiration et amour. Donc voilà, c'est comme ça que j'avance dans la vie, et c'est grâce justement à cette femme qui a accepté de quitter sa famille pour moi. Elle est allée au Mexique. Qu'est-ce qu'elle a à faire au Mexique? Alors qu'à Oran, elle a toute la tribu, les gens l'adoraient et tout. Elle a accepté d'aller à l'aventure avec moi, qui a subi les 8 ans de guerre que j'avais traversés. Avec moi. Donc, et quelle guerre! Oui. La guerre, c'est la faillite du bon sens, c'est une tragédie, mais elle a au moins une excuse. Elle permet aux gens, au peuple, de s'éveiller à eux-mêmes. Mais elle devient terriblement désolante quand ce peuple ne veut pas s'éveiller à lui-même. C'est là où la guerre a failli. C'est quand les peuples ne s'éveillent pas eux-mêmes. Après une tragédie terrifiante. Et en plus, vous sortiez tous d'une guerre de libération pour rentrer très vite dans une guerre des années noires, ce qu'on appelle les années noires. La décennie noire, oui. Voilà, la décennie noire. Et comment vous, soldats, vous viviez ces années noires? Comment vous ressentiez? Moi, je n'ai pas vécu ça en tant que soldat, mais en tant qu'Algérien, en tant qu'écrivain, en tant qu'apprenti poète. Je ne me voyais pas en train de faire la guerre. Je voyais mon pays partir en fumée. Et de l'autre côté, c'était des Algériens. Oui. Des Algériens que je chantais, que j'ai magnifiés, que j'aimais. Vous savez, vous pouvez trouver votre pire ennemi au sein de votre famille. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont été massacrés par les leurs. Il y avait des règlements de compte familiaux. Il y avait des familles qui ont été décimées parce qu'un cousin pensait qu'en décimant toute la famille de l'oncle, il allait hériter des terres. C'était terrible, c'était stupide, ça n'avait rien à voir avec la religion. Trop de frustration, trop de haine contre soi-même a poussé les gens à détester le monde entier. Et les choses se sont interrompues assez brutalement, finalement. Cette guerre chaude, elle s'est interrompue assez... Non, ça n'a pas été facile. Au bout de 10 ans, mais... Oui.
Non, ça n'a pas été facile et je crois qu'il y a encore quelques spectres qui traînent dans les maquis. Bien sûr. Non, mais au contraire, ça a été un énorme travail. Au début, quand même, le discours il était fascinant, le discours des islamistes. Ils disaient vrai. Vous savez, pour embrigader les gens, il faut parler de certaines vérités qui pourraient les mobiliser. Donc, ils sont allés là où le bas blesse. Ils ont parlé de ces blessures, de ces cicatrices, de cet ostracisme, du népotisme, d'une dictature sournoise. Voilà. Et bien sûr, les gens ont adhéré au discours, mais c'est à partir de 1994 que les gens ont commencé à comprendre que c'était pas ce qu'ils voulaient. Oui. C'était pas ce qu'ils voulaient. Et puis, si on revient à votre œuvre, à un moment donné, vous racontez que ça ne marche pas, les premiers livres ne marchent pas, et vous comptez rentrer en Algérie, arrêter d'écrire. Ah non, il faut pas. Alors, non. J'ai pas compris. Non, au contraire, mes livres marchaient très bien. D'accord. Avant de venir en France. Oui, c'est ça, c'est en France que ça ne fonctionne pas. C'est en France que ça fonctionne pas. Vous êtes parti au Mexique. Oui, moi j'étais déjà traduit dans 12 pays, alors que personne ne pouvait mettre un visa sur mon pseudonyme. Oui. C'est très... Voilà, j'étais même traduit aux États-Unis. D'accord. Et puis j'arrive en France et hop, on découvre que d'abord ce n'est pas une femme, et en plus c'est un militaire. Et ces gens-là oublient que moi, quand j'écrivais dans cette clandestinité, c'était à mes risques et périls. Les gens sont des salonnards, ils sont là, ils se renvoient l'ascenseur et tout. Ils ne voient pas cet homme qui se bat pour exister en tant qu'écrivain. Ils ne le voient pas. Et tout ce qu'ils voient, c'est un uniforme. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, quand je sors un livre, il me sort un uniforme. Mes livres sont dans le monde entier. Je suis allé dans 57 pays. Jusqu'à aujourd'hui, même aujourd'hui. Oui, mais encore maintenant, c'est pire encore. Oh non, si. Vous êtes très reconnu. Reconnu par mes lecteurs. C'est des millions de gens. Oui. Peu importe les salonnards. Peu importe les salonnards. Si votre lectorat vous reconnaît. Moi, j'ai du chagrin pour ces gens-là. J'ai pas de mépris, j'ai pas de haine, j'ai seulement du chagrin. Parce que quand même, il faut bien sortir de la cour de récré. Il faut bien grandir un jour. Évidemment. Voilà, quand vous allez au Mexique, et à peine arrivé, vous avez 25 quotidiens qui sont là, 5 télévisions, vous faites le 13 heures sur le plateau, il y a un reportage sur vous de 5 minutes dans le 20 heures dans une autre chaîne, et les gens qui courent partout, c'est magique. Alors, moi, ça me grandit, et ça grandit ces gens-là dans mes yeux. Et là, on est quand même fort. Le cloisonnement ne doit pas toucher à l'art. Moi, je m'émerveille, tous les écrivains qui me fascinent sont mes meilleurs amis. Je vais chercher mon bonheur dans les films, dans les bandes dessinées, dans les livres, dans la musique. Ce sont des générosités. On n'a pas le droit de museler une générosité. C'est un crime contre l'humanité. Et pourquoi avez-vous choisi le Mexique ? Pourquoi le Mexique ? Je n'avais pas choisi le Mexique. Moi, c'était... Là encore, c'est le Mexique qui vous a choisi ? Même pas. Ça n'a pas été... Je n'ai jamais rien décidé dans ma vie, c'est ça. Mais j'accepte. Sincèrement, je n'ai jamais rien décidé dans ma vie. Même mon mariage, je ne l'avais pas décidé. Voilà. C'était un mariage traditionnel. Arrangé, comme arrangé, voilà. Je n'ai pas décidé d'aller dans l'armée, de m'engager. Oui, je n'ai pas décidé de venir m'installer en France. Ce sont des circonstances. Mais j'accepte. Je dis, ce n'est qu'une vie finalement. Et je voudrais savoir où elle veut me conduire cette vie. Vous en avez eu plusieurs des vies, quand même. Oui, heureusement. Mais je ne suis pas un chat, malheureusement. Je n'ai que 3 ou 4 vies, pas plus. Il y a ce livre que vous dites qui, tout d'un coup, c'est une révélation pour le public là, français, européen et même mondial, c'est l'attentat. Oui. Vous dites que c'est le livre qui vous a fait reconnaître véritablement. Vous pouvez nous parler de ce livre ? Oui, moi, à un certain moment, j'ai écouté ma femme, finalement. Elle m'a dit, écoute, Mohamed, tu ne peux pas, les gens ne t'aiment pas, la presse ne t'aime pas, tu es étiqueté pour eux, tu resteras toujours un militaire, donc oublie tout ça. Tu as essayé, tu n'as pas réussi. Attention, entre parenthèses, je n'ai pas réussi ici en France. C'est ça. Vous savez, la France était le 4e pays où j'étais le plus lu. Numéro 1, les États-Unis. 2, l'Allemagne. 3, l'Italie, 4e position, la France. Aujourd'hui, c'est la France, mon plus grand lecteur, premier. Et c'est ça peut-être ce qui m'a beaucoup rassuré.
Donc, elle m'a dit, il faut qu'on rentre au pays, ça suffit, moi, je ne peux pas supporter cette vie, je ne peux pas te voir tout le temps comme ça. Déjà, tu es basané, mais quand tu es dans... quand tu es noir de colère, Et finalement, elle avait raison. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, on rentre chez nous et on oublie tout ça. J'ai ma petite retraite, et puis je suis encore jeune, je peux faire d'autres choses. Donc, avant de rentrer, j'étais passé chez Julliard, chez Betty Miallet et Bernard Barrault pour leur faire mes adieux. Et puis, je suis passé dans les autres bureaux parce que quand même, à Julliard, j'étais très, très soutenu. Les gens vraiment se sont dépensés outrageusement pour moi. Et donc, j'étais allé leur dire à chacun, leur faire mes adieux. Et je suis arrivé finalement chez Sylvie Bardot, qui s'occupait très bien de moi. C'est une sœur pour moi. Et là, alors qu'elle était en train de travailler, j'ai pas voulu la déranger. J'attendais qu'elle finisse son travail. Et puis je lui dis, est-ce que tu n'as pas quelques feuilles comme ça? Au départ, je voulais lui écrire. J'ai dit parce que je devais prendre un train. J'ai voulu lui laisser un mot. Mais non, c'était pas ça. J'ai commencé à écrire. Mon Dieu. Et j'étais parti. Et puis j'ai pris le train, j'ai continué d'écrire. Et j'arrive chez moi, et je continue d'écrire. 2 mois, j'avais terminé le livre. Ah oui. 2 mois. Et j'ai dit, peut-être que c'est le livre des adieux. Voilà. Je ne voulais pas sortir comme un voleur par la fenêtre. Porte, ouais. Je suis entré par une porte principale, je sors par la porte principale. Mais jamais je ne me suis attendu à ce que ce livre rencontre un tel écho. Vous pouvez nous raconter un tout petit peu l'attentat, pour les lecteurs qui vont vous lire, qui n'ont pas lu l'attentat? C'est un livre qui raconte le conflit israélo-palestinien. Et comme je me méfie un peu des guerres stupides que je ne supporte pas, je suis l'enfant de la guerre, donc je sais qu'elle n'apporte rien de bon. J'ai voulu que mon personnage incarne ce conflit, qu'il soit en même temps palestinien et israélien. Voilà. Et le problème est réglé. Voilà. Et je voulais installer ce conflit dans le couple lui-même. Dans un couple. Dans un couple. Et montrer que quelquefois, on croit vivre avec quelqu'un, on croit avoir tout connu de cette personne, et à la fin, on s'aperçoit qu'on avait faux sur toute la ligne. Et c'est un peu toute la tragédie humaine est là. On n'a jamais compris que la véritable vocation de l'être humain, elle n'est pas dans l'idéologie ou dans la religion, elle est tout simplement dans l'utilité. La vocation véritable de l'être humain, c'est d'être utile aux autres. Voilà, c'est comme ça que je vois. C'est la seule chose qui nous différencie de l'animalité. Saint-Exupéry, je dis 2 fois Saint. Saint-Exupéry avait dit, la différence entre un animal et un être humain, c'est la responsabilité. Et la responsabilité véritable, c'est de s'éveiller à ce qui est précieux en nous, c'est-à-dire la vie. La seule chose qui nous appartient, c'est la vie. Un de mes poètes dans Aquarelle Loulou disait avant de mourir, de mes joies, je n'ai aucun mérite, de mes peines, aucun regret. Pour moi, l'histoire n'a que l'âge de mes souvenirs et l'éternité, la fausseté de mon sommeil. C'est comme ça qu'il faut concevoir le monde. Magnifique. C'est un silence là. C'est magnifique. Et le livre fait un succès formidable. Oui, tout de suite, je suis rentré. J'étais allé à l'académie à Oran pour réinscrire mes enfants à l'école algérienne. Et puis, quelques temps après, mon éditeur m'appelle, me dit, écoute, il y a d'excellents échos, il y a des retours qui sont très enthousiasmants. Alors, je pense que le livre, il va trouver son public. Je lui dis, écoutez, mes autres livres aussi avaient de très bons retours, mais finalement, ils n'ont pas marché. Non, je ne pensais pas une seconde que ce livre allait avoir une telle audience dans le monde. Et très vite, il y a une adaptation cinéma aussi. Oui, tout de suite. Non, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis, c'est un film américain. D'abord, c'est comment ça s'appelle, John Wells de la grande maison, je sais pas, Universal Pictures. D'accord. Et c'était parti. Tout de suite, il y avait des traductions un peu partout, et je me suis dit, tiens, finalement, ma place, même si elle n'est pas dans un salon, elle est dans le livre, et donc je suis revenu.
Pour ne plus repartir. Oui, maintenant, à chaque fois que j'ai envie de partir quelque part, je m'installe face à mon écran et hop, je suis au Mexique, je suis à Cuba. Et vous pouvez travailler pendant des heures, 12 heures d'affilée, vous êtes un... Oui, je n'arrête pas, je travaille beaucoup parce que moi, j'aimerais bien travailler moins. Mais voyez-vous, ici à Paris, je n'ai pas des amis avec qui pour partager des moments, aller les recevoir ou aller vers eux. Je sais pas, je suis un peu très... Vous vous sentez en exil ? L'écrivain est toujours en exil. Le texte d'un écrivain, c'est son exil. Et c'est le meilleur des mondes aussi. Donc non, mais... Un exil doré. Doré, meilleur peut-être, parce que ça lui donne une raison d'être. Mais doré, quelques mois quand j'écris, je souffre. Quand j'écris Les Hirondelles de Kaboul, ma femme n'en revenait pas. Elle me dit, mais tu maigris, qu'est-ce que tu as? Tu es malade. Et j'ai dit, je suis dans la peau des Afghans. Des Afghans. Voilà, et des Afghanes, donc je souffre avec eux. Voilà. Et vous vous impliquez physiquement? Ah oui, physiquement. Avec, par exemple, le livre où je me suis vraiment bagarré physiquement avec un personnage, ça a été La dernière nuit du Raïs. Kadhafi venait me réveiller la nuit. Je vous assure que c'est la vérité. Il venait me réveiller dans mon sommeil. Il me dit, mais pourquoi tu as écrit ça? Tu me connais d'où? Il commence à m'insulter, on se bat, et j'ai fini le livre. C'était un rêve récurrent que vous faisiez? Oui, récurrent. Ah oui. Parce que j'étais tellement imprégné par ce livre. Vous savez, La dernière du Raïs, je l'ai écrit en 3 semaines. En 3 semaines. Mon éditrice, Betty Miali, n'en revenait pas. Je venais à peine de sortir, je ne sais plus quel livre, Caton les singes. Oui, le Caton les singes. Et puis, il y a eu des réactions assez violentes concernant ce livre par certains. Enfin, on va pas. Il y avait des gens qui n'ont pas aimé ici en Algérie. Hein. Et donc, pour ne pas écouter leur chahut, hop, j'ai écrit en 3 semaines. On a l'impression que ça écrit en vous, que vous écrivez, mais ça écrit en vous. Peut-être, je ne sais pas, peut-être. J'ai toujours vécu avec les écrivains. Peut-être que j'ai été entouré par des officiers, par des caporaux et par des sergents, mais mes vrais compagnons ont été les écrivains. Il y a beaucoup d'écrivains militaires, d'ailleurs, vous le dites souvent. Oui, il y a des grands. Par exemple, et beaucoup d'autres. Il y en a des milliers. Bien sûr. Joseph Dorlo de Laclos, Kessel n'était pas militaire, non, il était journaliste. Mais... Oui, il y en a même qui n'étaient pas militaires, mais qui sont morts militaires. Ah oui, si, Apollinaire, Saint-Exupéry, donc voilà. Alain Fournier. L'uniforme, la littérature n'appartient à aucune frange de la société, elle appartient à celui qui a une sensibilité et peut-être la force de porter cette sensibilité aux autres. Peut-être aussi faudrait-il cesser de dire que c'est péjoratif d'être militaire. Ouais. Mais c'est pas un gros mot. Écoutez, De Gaulle était militaire, il écrivait comme un dieu. Non, d'accord, c'est un grand écrivain. Ouais. Absolument. On peut faire l'académie militaire, l'académie de toutes les académies de toute la littérature du monde, de ne pas savoir écrire. Hein. Bien entendu. La littérature n'a rien à voir ni avec l'université, ni avec les académies. C'est une question de sensibilité. Voilà. Il y a des êtres humains qui trouvent les mots capables de porter aux autres ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Vous ne pouvez pas vivre sans écrire? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais par exemple, j'ai l'intention d'arrêter pour un certain temps. Profiter un peu plus. Cette pandémie m'a éveillé à beaucoup de choses. Hein. Par exemple, que c'est très précieux de s'occuper de ses enfants, c'est très précieux de s'occuper de sa femme, voilà. Et puis ça m'a rendu les autres plus précieux encore, mes amis, mes absents et tout. Et j'ai envie de vivre avec eux. Donc, j'ai déjà écrit un livre qui va paraître en 2023. Je suis en train de 22. Oui, il est chez mon éditeur depuis 4 mois. Sur et je suis en train de finir. C'est un secret? Non, je ne peux pas le dire. D'accord. Et un autre, je suis en train de finir. Et puis. Il y en a des jeux. Ah oui, et après. Et après, je vais arrêter pendant un certain temps et aller voir l'air s'il est plus frais ailleurs. La place de la femme, c'est important dans votre œuvre littéraire. Ça, il y a des personnages magnifiques, des personnages féminins magnifiques. Je voudrais que vous nous en parliez. Elle est essentielle, la femme. Je dis que la femme est l'essence de toute chose en ce monde. Elle est la gloire, elle est la défaite, elle est la splendeur, elle est la noirceur, elle est tout. Mais tout ça, c'est dans le regard des hommes. C'est le regard de l'homme qui fait de la femme ce qu'elle est aujourd'hui. Celui qui aime la femme aimera la vie toute sa vie. Celui qui la déteste, il se détestera toute la vie.
Alors, moi, j'ai vu dans ma mère une militante extraordinaire, une femme battante qui a vécu toute sa vie misérable. Toute sa vie. J'ai tout fait pour la rendre heureuse, j'ai jamais réussi. J'ai construit pour elle une villa, je l'ai emmenée où elle voulait, elle n'avait qu'à claquer des doigts, j'étais devenu son génie, elle n'avait même pas besoin de lampe merveilleuse. Je lisais dans sa tête tout ce qu'elle voulait, mais elle n'a jamais réussi à être heureuse. Et ça, c'est ma plus grande défaite, Donc, à partir de la souffrance de ma mère, j'ai vu que beaucoup de femmes souffrent aussi par ingratitude. L'homme, je m'excuse d'en être un, il se croit supérieur en tout, parce qu'à une époque, au temps des cavernes et des troglodytes, il était celui qui allait chasser le dragon avec sa massue, et pendant que la femme protégeait les petits, et depuis c'est resté comme ça. Mais aujourd'hui, le génie, il est humain, et la femme, dans beaucoup de secteurs, elle est plus intelligente que l'homme, plus responsable que l'homme, parce qu'elle est plus proche de la réalité du monde, elle est plus proche de la vie, puisque c'est elle qui la donne. Et j'espère qu'un jour, cette femme aura sa place dans toutes les sociétés. Il y aurait peut-être moins de guerre et moins d'imbéciles à nos têtes. Vous dites que votre mère, vous dites ça avec amour d'ailleurs, que votre maman vous rêvait général et que le fait que vous soyez un très grand écrivain, ça ne la touche pas plus que ça. Elle ne savait pas ce que c'est qu'un général ou un colonel. Ma mère était analphabète. Tout ce qu'elle savait, c'est que mon père était commandant et que mon devoir était de devenir un peu plus qu'un commandant. Et finalement, j'ai quitté l'armée commandant. Donc elle n'a pas pu lire vos livres. Elle n'a jamais lu mes livres. D'ailleurs, elle m'a toujours reproché d'avoir quitté l'armée pour la littérature. Et puis, quand elle a commencé à me voir à la télé, elle a compris que c'était important. Quand j'étais militaire, jamais je n'étais passé à la télé. Et puis, autre chose, quand dans les marchés, par exemple, à Oran, on avait appris qu'elle était ma mère, elle ne payait même pas les fruits qu'elle achetait. Donc, tout le monde, embrassez-le, on est avec lui et tout. Et ma mère a commencé à comprendre que j'étais important. Mais au fond d'elle-même, elle aurait quand même aimé que je reste dans l'armée. Alors vous avez évidemment un immense amour pour l'Algérie, au point que vous avez été candidat, vous avez voulu être candidat à la présidence de la République. Vous pouvez nous parler de cette expérience et de ce qui a fait que vous avez voulu être candidat. C'est pas quelque chose d'anodin. C'était pas pour devenir roi fainéant. Parce que chez nous, tous les présidents arabes sont des rois fainéants. Non. J'étais un peu outré par certains qui ne font qu'écrire et qui ne lèvent pas le petit doigt. Et j'ai décidé d'aller sur le terrain même de la contestation pour dire on ne veut pas de vous laisser cette jeunesse construire l'Algérie dont ils rêvent. Voilà, c'est tout. Je savais très bien à qui j'avais affaire. Quand même, les hécatombes les singes. Je savais très bien à qui j'avais affaire. Je savais que je n'avais aucune chance de réussir quoi que ce soit. Même tout mon staff était infiltré. Je connais personne. J'ai grandi toute ma vie dans l'armée. Par la suite, je suis allé en exil. Donc, je ne connaissais personne. Donc, les gens qui me proposaient leur service, j'ai dit OK. Mais finalement, c'était des gens qui étaient envoyés par le système lui-même. Mais ça m'a permis quand même de prendre le véritable pouls des Algériens, puisque j'ai fait 10 000 kilomètres par route. J'ai été dans le Sahara, j'étais dans Kabylie, dans les Aurès, dans le Constantinois. J'étais un peu partout. Voilà, et j'ai compris que le mal était profond. Il y a une magnifique métaphore sur la rose dans l'imposture des mots. Oui. Alors, racontez-la aux auditeurs. C'est venu comme ça. Un jour, j'ai interrogé la rose et elle m'a dit ce que j'avais écrit. Voilà, elle a beau être belle, mais si elle était consciente qu'elle allait finir dans un bocal, elle se serait suicidée elle-même, elle se serait tranchée la gorge avec sa propre épine. Mais moi, si j'avais su au départ que ma générosité allait se retourner contre moi, je crois que j'aurais changé autre chose. Parce que c'est très difficile d'être honnête dans un monde de mensonges. C'est très difficile d'être entier dans un monde de prêt-à-porter, d'a priori, de clichés et tout. Donc, mais c'est l'armée. Ces années-là, dures, l'école des cadets m'a forgé. Et je ne céderai jamais, je ne tomberai jamais à genoux. Oui, sauf vieux. Ah. Vieux,
Mais vous ne serez jamais vieux. Quand serez-vous vieux? Peut-être jamais. Peut-être que je le suis déjà, mais tant que je suis debout, je pense que je suis encore jeune. Je crois que vous êtes la résistance à vous tout seul. Vous représentez la résistance et la résilience à vous tout seul. Vous vivez dans une résistance totale. Il n'y a jamais de méchanceté, jamais d'acrimonie, jamais de reproches. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit chez nous dans le Sahara. Oui. Celui qui déprécie l'autre disparaît. Celui qui perd la face une seule fois, il ne pourra plus jamais la rattraper. Voilà, nous avons un très grand respect pour les autres, y compris pour nos ennemis. Et vous m'entendrez jamais me dire d'un écrivain. Ça, c'est impossible. Je crois que j'ai commencé à détester de grands écrivains à partir du moment où ils ont commencé à décrier les autres. J'ai dit non, c'est pas le rôle d'un écrivain, il écrit. Il n'a pas besoin d'aller fouiner dans le travail des autres. Et c'est pas son univers, ce n'est pas son monde, ce n'est pas sa mission, ce n'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est d'écrire. Donc voilà. Oui, mais la résistance, elle vient c'est le Sahara qui vous rend résistant comme ça? Je sais pas, chacun a sa nature. Hein. Moi, je suis comme ça. Depuis tout petit, j'ai reçu des gifles terribles qui sont capables d'assommer un canasson. Et puis, je suis pas tombé à terre. Voilà, c'est comme ça, il faut accepter la vie telle qu'elle est. Moi, j'ai cette certitude qui est aussi philosophique, c'est qu'on n'est pas éternel. Autant profiter de cette flamèche dans le souffle du cosmos. Voilà, on n'est rien, on est une petite flamèche. Et si on essayait de faire de cette flamèche une torche, un soleil, une aurore boréale, voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens, pour les humoristes. Pour moi, les vrais prophètes sur Terre, ce sont les humoristes, ce sont les dramaturges, ce sont les écrivains, les musiciens. Ce sont ces gens-là qui sont les vrais prophètes sur Terre. Je voudrais être dans cette générosité. Les humoristes, lesquels par exemple? Tous. Ils me font rire. Raymond DeVos, vous avez des... Oui, moi, j'ai pas tout individu qui est là, toute personne qui vient sur un plateau pour me faire rire, il fait de moi un roi. Donc, et moi, je fais de lui un dieu. Vous n'avez pas écrit des choses humoristiques, vous? Ah si, ça m'arrive d'écrire. Oui, ça m'arrive d'écrire. J'ai un peu d'humour, comme dans le commissaire Loeb, par exemple. C'est clair que vous avez de l'humour. Le commissaire Loeb, lui, des fois, j'éclate de rire et ma femme me dit « Mais qu'est-ce qui te prend ?» Je dis « C'est lui, c'est pas moi, c'est lui. » Et le rapport à... J'aimerais qu'on parle quand même un petit peu du rapport à Camus, Albert Camus. Vous en parlez dans plusieurs livres. Quel est votre rapport avec cet auteur? Dont la maman était analphabète aussi, d'ailleurs. La maman était analphabète. Albert Camus, c'est un grand écrivain. Voilà, il a le droit d'être ce qu'il souhaite être. Hein. Il a voulu être algérien, personne ne doit l'empêcher d'être algérien, c'est tout. C'est un auteur que j'ai beaucoup lu, que j'ai beaucoup admiré. Il n'est pas obligatoirement le meilleur. Je vais peut-être vous étonner, mais moi, je préfère Sartre. Ça va, mais il faut être... J'ai dit dans l'équation africaine, le courage, c'est d'être soi. L'hypocrisie, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, l'écrivain qui m'a le plus un petit peu terrifié et un peu menacé ma mégalomanie, c'est bien Sartre. Mais j'adore tous les écrivains, Amin Malouf, les jeunes aujourd'hui, il y en a de très bons, voilà, c'est... Vous avez des rapports avec eux? Vous vous voyez régulièrement? Non, je n'ai de rapport avec aucun écrivain. Ah oui? Ouais. Il n'y en a pas qui cherchent à avoir des rapports avec vous, avoir des contacts? Non, moi j'ai cherché, mais il n'y a pas eu de retour. Et voilà. Je vais faire un petit peu de publicité pour une consoeur à vous, une Algérienne qui s'appelle Kauter Adimi. Oui. Pour moi, c'est un très bel écrivain qui a écrit un très beau livre sur une librairie à Alger qui s'appelle la librairie Charlot. Oui, j'ai lu. Ouais. Vous avez lu? Elle était venue chez moi aussi. Voilà. Une fois, elle était... pendant le mois de Ramadan, je l'ai invitée chez moi à Ronfle. Voilà. J'ai pas... Vous savez, j'ai appris une chose dans la vie. La haine, c'est une toxine qui vous détruit. Et si on veut vraiment être heureux, il faut chercher son bonheur partout. Si on ne le trouve pas, il faudrait l'inventer. C'est comme ça, c'est ma philosophie. Oui. Mais pourtant, je reviens à Camus. Quand même, au niveau de Camus, il a quand même beaucoup de ressemblances avec vous, avec votre parcours. Il a été décrié par les salonnards. Il a été, on lui dit qu'il prenait pas son camp, le bon camp. On l'a beaucoup humilié. Et Sartre l'a humilié beaucoup aussi. Ouais, écoutez, ça, ce sont des guerres d'ego.
Bien entendu. Et il n'y a pas un monde aussi narcissique que le monde des intellectuels et des écrivains. Chacun se croit plus beau que les autres. Moi, je me regarde dans une glace, je dis, tiens, j'ai beaucoup de chance quand même d'être arrivé à me marier avec la gueule que j'ai. Et c'est déjà une victoire sur moi-même. C'est déjà. Moi, je ne suis pas. J'essaie de donner le meilleur de moi-même dans un texte. J'essaie de mériter les gens qui me lisent. J'essaie de les mériter. Voilà. Et je sais ce qu'ils m'ont apporté. Parce que sans eux, je ne serais rien. D'ailleurs, je l'ai dit 1000 fois. Un écrivain fait des livres, mais c'est le lecteur qui fait l'écrivain. Et son lecteur, l'écrivain n'est que lettre morte. Et si je suis vivant, c'est grâce à ces lecteurs. Donc, cette guerre, ça ne m'intéresse pas. Au contraire, je suis affligé de voir ça. Affligé parce que ce sont des gens qui sont censés être au-dessus de tout ce qui réduit l'homme à une simple expression de haine. Voilà. Je ne comprendrai jamais comment quelqu'un... Moi, j'adore lire. J'adore lire. Et si je commençais à haïr tous les gens qui écrivent bien, quel serait mon univers? Voilà. Mais il y a des gens comme ça qui se complaisent dans ce rejet de l'autre. C'est pas mon cas. Alors, petit secret intime, vous travaillez comment vos textes? Vous biffez beaucoup, vous rayez beaucoup, vous ne rayez rien, au contraire, vous concevez avant les choses. Techniquement, comment vous écrivez, pratiquement? Écoutez, j'écris d'abord le roman comme ça, d'une traite. Une traite. Et puis, je commence à travailler la langue. Je peaufine beaucoup, je cherche les mots justes, je cherche la tournure de phrases. Et puis, je suis tellement imprégné par mon histoire que d'un seul coup, c'est la langue elle-même qui vient à mon secours. Je travaille beaucoup le texte. Je ne peux pas... Après, quand je me relis, je suis incapable de passer au chapitre suivant si je ne suis pas totalement satisfait de... Voilà. Même s'il y a un mot, je ne peux pas. Il y a un mot que je ne trouve pas ou qui me paraît pas bon, bien une phrase qui me pose problème, je ne peux pas passer à l'autre. Et vous lisez votre texte à voix haute ou pas? J'ai un accent terrible. Je me déteste quand je lis à haute voix mes textes. D'accord. D'accord. Quand j'entends, par exemple, des comédiens lire mes textes, que j'en ai entendu des comédiens, vraiment... je deviens fan de moi-même. C'est très joli. et oui, c'est fort. Ouais. Et en fait, pour revenir à la question d'Hervé, la structure, vous l'avez en vous, ou le plan du roman, au départ, vous le faites, ou c'est directement, vous l'avez en vous? Non, l'histoire, elle est dans ma tête. Du début à la fin, d'ailleurs, c'est ce que je revois. On rembobine tout le temps. L'histoire, elle est dans ma tête, du début à la fin. Vous avez même le plan de fin. Vous avez même Oui. Le problème, c'est la langue. Mon problème, c'est la langue. C'est comment accéder à cette langue magnifique qui n'est pas la mienne, que je n'ai jamais étudiée. J'ai jamais étudié la langue française. C'est une langue que j'ai aimée. Voilà, tout simplement. L'amour a fait que d'un seul coup, il y a eu cette alchimie, cette complicité ou cette fusion. C'est devenu fusionnel. Donc, et je sais aussi qu'elle m'attend au tournant. Quand je commence à écrire, j'ai en face de moi la langue française, qui est une très belle dame, mais qui a les bras croisés. Hein. Elle vous impressionne, vous êtes intimidé un peu. Oui, elle a les bras croisés. Elle me dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Et moi, j'essaie quand même de... Voilà, mais le travail sur la langue, pour moi, c'est le plus important. Ouais. Chaque mot doit être précis, ciselé. Juste ciselé, c'est ça. Oui, mais j'ai évolué grâce à mes éditeurs, grâce à mes lecteurs, grâce à tout le monde. Donc, avec le temps, on apprend. Vous savez, la littérature, c'est comme le rocher de Sisyphe. Hein. Si vous êtes arrivé au bout, c'est que vous êtes perdu. Il n'y a plus rien. Il faut retomber toujours et recommencer, et se reconstruire, et se réinventer. Voilà, c'est... Vous parliez au tout début de l'entretien de musique, de musicalité. Ouais. Est-ce que cette musique orientale ou arabo-andalouse, ou qu'est-ce que vous aimez en musique? Qu'est-ce que vous aimez? Je vous assure, tout. Ma musique, c'est un enchantement. D'ailleurs, j'ai écrit dans Dieu n'habite pas à la Havane que la musique était le seul talent que Dieu envie aux hommes. C'est écrit noir sur blanc. Ça a fait gueuler quelqu'un. Je m'en doute. Mais c'est vrai, la musique, c'est la seule chose que l'homme a. La vibration. Est-ce que Dieu chante faux pour vous? Non. Parfois. Non, il ne chante pas faux, mais tout ce qu'il a créé est merveilleux, le cosmos, la nature et tout.
Mais la musique, il n'a pas inventé la musique. C'est l'homme qui l'a inventée. Et donc, quand j'ai inspiré peut-être. Certainement. Oui, avec le vent, quand même. Oui. Et puis, la mer. Avec les roseaux et tout. On fabrique des flûtes et tout. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la musique, c'est une octave magique. Une octave magique. Vous écrivez en écoutant la musique? Quelquefois. Ce que le jour doit à la nuit, je l'ai écrit en écoutant la musique algérienne. Gidio, Andalou et tout. Donc, je passais tous les chanteurs d'autrefois. Et c'est comme s'ils convoquaient cette époque pour moi. Voilà. Où toutes les communautés étaient rassemblées, les Juifs, les Espagnols, les musulmans. Même les humoristes, par exemple, je traquais les sketchs de Robert Lamoureux. Oui. Voilà. Et ça me renvoie à cette époque. J'avais besoin de ça. Parce que quand on chante, il faut écouter les chanteurs de l'époque. Qu'est-ce qu'ils racontent? Eh bien, ils nous racontent leur époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on raconte? Rien. Du bruit, du chahut. Mais avant, heureusement, j'ai eu la chance d'être élevé par Brassens, par Kulthum, par Abdul Wahab, par Braoui Houari, par l'Anqa. Donc, ils m'ont parlé, ils m'ont instruit. Avant, quand on écoute Brel, on n'écoute pas une chanson, il nous raconte une histoire. Une histoire, absolument. C'est magique. Vous parlez dans un de vos livres que vous avez rencontré Léo Ferré. Oui. Malheureusement, ça a été très bref. Oui. Moi, j'étais en vacances et à un certain moment, je ne me retrouvais plus à Oran. J'avais besoin de retrouver mes amis, mes cadets. Et à l'époque, n'importe quel cadet pouvait prendre un train et s'arrêter n'importe où. Il a toujours un cadet quelque part. Et j'avais besoin de cette présence. Donc, j'étais allé à Alger. On m'a dit qu'il y avait 2 cadets à Sidi Furus. Et c'est tous 2 cadets de ma classe. En plus. Et je suis allé les voir. Certains d'avoir où dormir ou manger. On n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, vous savez. Et puis ils me disent, écoute, tu sais qu'il y a ton idole qui est là? Je dis, c'est pas possible. Qui ça? Léo Ferré. Je dis, non. J'étais vraiment, je veux le voir. Il dit, on va essayer de voir s'il est... Mais ils ne l'ont jamais approché, finalement, par la suite. Ils l'ont surveillé. Et au matin, quand il était allé prendre son petit déjeuner, il me dit, il est sur la terrasse, il t'attend. Alors qu'il ne l'avait même pas contacté. Et moi, j'arrive, je dis, je suis le cadet. On vous a parlé de moi hier. J'adore ce que vous faites et tout. Et, c'est beau. Voilà. Il était adoré en Algérie. D'ailleurs, on l'adore toujours. Et puis, de discussion en discussion, je lui dis, moi, je suis un poète et tout, et je lui sors mon poème que j'avais, enfin, il existait déjà, mais que j'avais réécrit dans ma chambre. Je dis, est-ce que vous pouvez pas chanter ça pour moi? Ah oui, mon Dieu, vous y êtes allé carrément. Carrément, écoutez, j'avais 18 ans, 17 sûr, ans, j'étais l'audace. Fasciné. Mais bien sûr. C'est pas l'audace, oui, c'est la naïveté. Oui, mais oui, il a lu, il a dit, mais c'est très beau, hein. C'était le poème que j'avais repris dans l'écrivain. Non, pas dans l'imposture. Dans l'imposture des mots. Je ne me rappelle plus. Il y a 4 livres sur moi, je ne sais plus. C'est la femme que j'aimerais me donner sa vie entière pour une poignée de blé et arrachera ses chairs pour remposer mes plaies. Je veux qu'elle soit forte à détourner le destin sur les années mortes. Elle retracera mon chemin. C'est exagéré de la part d'un homme, mais finalement, cette femme, je l'ai rencontrée. C'était juste un rêve. Et donc, je lui dis, est-ce que vous ne pouvez pas chanter ce poème pour moi? Il m'a dit oui, pourquoi pas. Il a dit pourquoi pas. Et puis j'étais tellement très fébrile et tout. Il a sorti un stylo en argent. Et il me l'a offert. Et ce stylo est jusqu'à ce jour chez moi, à Oran. Et qu'est-ce que j'ai fait moi, en même temps? Il faut que je lui offre quelque chose. Je suis allé à Alger et j'ai voulu lui offrir un stylo pour qu'il écrive ses prochaines chansons. Mais je n'avais que 6 dinars. 6 dinars. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 6 dinars? À l'époque, c'était 6 francs. Voilà, ou 3 francs. Et je cherchais partout et finalement, dans une papeterie, je trouve des stylos, vous savez, à pompe. Oui. Voilà, j'ai acheté un stylo à pompe pour lui. Avec l'encre. Oui. Mais je ne lui ai pas donné de main propre, mais je l'ai laissé à la réception pour lui parce qu'il était déjà parti, il chantait à Alger. C'est une jolie histoire. Yasmina Khadra, on arrive bientôt à la fin de notre entretien. Vous parliez de votre lectorat. Je sais que vous rencontrez beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Vous leur transmettez beaucoup de vous-même. Quelle est la chose? Quel est le sentiment
que vous voudriez transmettre avant tous les autres? Le plus important. La sauvegarde du livre. La sauvegarde du livre. Vous pensez qu'il est en danger? Oui, il est en danger. Il est très en danger, surtout. On ne lui prête pas beaucoup d'attention. Et vous savez, la rencontre avec le livre se doit d'être sublime. Si on fait une première rencontre avec un livre désagréable, c'est fini la littérature. Donc il faudrait peut-être que je leur conseille beaucoup d'auteurs qui sont capables de les enthousiasmer. Voilà, et je voudrais que le livre demeure le meilleur ami de l'homme. Pas le cheval, pas le fusil. Un livre comme ça. Aujourd'hui, un titre à conseiller. Il y en a plusieurs. Allez, trois. Je ne sais pas. Je Incontournable. voudrais que tout le monde lise Le Petit Prince. Oui. Je voudrais qu'on découvre aussi la littérature arabe. Un certain Taha Hussein. Je voudrais qu'il lise Les Jours et qu'il lise L'arbre de misère. C'est une traduction sublime. Je voudrais aussi qu'il lise un peu de chinois ou un peu de russe. Moi, j'adore la littérature russe. Même, vous savez, je ne peux pas... Les écrivains, c'est comme mes parents. Je ne peux pas leur en vouloir. La preuve, il y a Sholokov. Sholokov, c'est un véritable salaud. Il a persécuté les écrivains qui n'étaient pas en odeur de sainteté au Kremlin. Alors, il voulait faire plaisir à Staline. Il était tout le temps en train de critiquer les autres et tout. Mais mon Dieu, quand j'ouvre son livre, je lui pardonne tout. Oui, je comprends. Mais il y a quand même quelque chose qui émane de vous, et c'est peut-être même malgré vous, puisque tout arrive malgré vous, j'ai l'impression, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est... Je sais pas moi, la bienveillance, normalement, c'est quelque chose de naturel. Normalement, c'est quelque chose de naturel. Moi, je ne comprendrai jamais l'animosité, l'aversion, la détestation. Je ne comprends pas. Je peux ne pas m'entendre avec quelqu'un. Oui, il m'arrive, que Dieu me pardonne, il m'arrive de mépriser des gens. Je les trouve tellement éloignés de l'image qu'ils se donnent et tout. Mais je ne peux pas les haïr. Les haïr, c'est-à-dire renoncer à ma vie pour essayer de traquer la vie des autres. C'est ça la haine. C'est-à-dire, à un certain moment, on n'existe plus pour soi. On est là en train de suivre l'autre. On voudrait qu'il glisse, qu'il tombe, qu'il échoue. Non, ça. Il y a d'autres choses beaucoup plus belles que ça. Alors, tout cet entretien, vous avez été en permanence animé par un magnifique sourire. Pourtant, vous avez relaté des choses très fortes, terribles parfois. Vous avez vécu des choses terribles. Êtes-vous, par rapport à l'avenir, aussi serein et aussi souriant? Non, je ne suis pas serein. L'avenir me fait peur. L'avenir me fait peur. Je pensais que cette pandémie allait, je sais pas, secouer en nous ces fibres sensibles qui sont en train de s'effilocher, mais non. Non, ça n'a pas... Moi, je voudrais que les discours de haine ne soient pas tellement consacrés. Aujourd'hui, la haine est devenue pratiquement les joutes oratoires. Voilà, c'est presque un mode de vie pour certains. Oui, non, il ne faut pas tomber dans ce piège. Tous les peuples aspirent à vivre tranquillement. Vous savez, on a beaucoup de difficultés à vivre au quotidien, hein, mais tous les peuples aimeraient que... chaque famille voudrait élever leurs enfants, ses enfants dans la quiétude, les accompagner à l'école, les voir grandir, les marier, puis les laisser partir. C'est ça, c'est la vocation. Mais moi, je ne suis pas serein du tout. Je sais pas, la haine, elle a atteint des proportions qui me paraissent presque irréversibles. Alors, on terminera sur une note un peu pessimiste. Non, mais heureusement on s'est toujours combattu, vous savez. L'humanité a toujours créé ses propres tragédies et elle a toujours survécu à ses propres catastrophes. Donc, mais c'est dommage de tomber toujours dans le même piège. Il y a tellement de belles choses autour de nous. Alors, il faut écouter la musique, il faut rire de temps en temps, et puis il faut aller regarder la mer et se dire, elle est là depuis des millénaires et elle ne change pas. Pourquoi faut-il changer, nous? Voilà. Bien, cet été, allons regarder la mer, absolument, tous ensemble. Il faut vivre, il faut, je ne sais pas, même maintenant, on ne peut plus dire, on ne peut plus magnifier une femme sans passer par la brossie, alors. Oui, c'est la dérive. Mais il faut continuer d'espérer, de croire, et surtout, il faut penser aux générations de demain. Merci beaucoup. C'est moi. Yasmina Khadra, d'être venue à la Triomphe de Chaville.
Merci à vous.